Intègre et juste. Sous Isabelle Maréchal se cache peut-être une super-héros. Isabelle Maréchal. Aujourd'hui, 17 octobre, c'est la journée mondiale du don d'organes et de tissus. Si vous voyez des gens comme moi arborer ce petit ruban vert, pour ceux qui nous regardent à la télé et ceux qui nous écoutent à la radio, vous pouvez bien sûr aller dans les pharmacies, vous pouvez aller sur le site de Transplant Québec, vous pouvez vous en procurer. L'idée, en fait, c'est de rappeler aujourd'hui d'avoir cette conversation. Ça dit dites-le.ca. Allez voir sur le site dites-le.ca. C'est une conversation qu'on veut entamer avec ses proches, avec son entourage, avec ses amis, à vos enfants, votre conjoint, conjointe, pour leur dire, moi, à ma mort, je souhaite qu'on donne mes organes parce que c'est important pour moi. Cette conversation-là est nécessaire parce qu'encore au Québec, comparativement à d'autres, on n'est pas forcément les champions du don d'organes et de tissus. Moi, j'en fais un mandat chaque année depuis 11 ans d'avoir cette conversation-là, mais surtout de vous le rappeler, parce qu'il y a 11 ans, cette année, mon conjoint a été sauvé grâce à une greffe de foie. Il avait un cancer de stade 4. Il était sur le bord du soin palliatif. C'est une situation, évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, très dramatique. Et s'il n'y avait pas eu cette greffe, il serait pas là aujourd'hui. Et ça aurait bien sûr changé la vie de plein de gens, la mienne, mais celle de ses enfants, celle de ses amis. Alors, oui, parlons-en aujourd'hui. Et il y a des gens qui vouent leur vie également à cette cause-là. Et j'ai avec moi en studio le docteur Pierre Marcellet. Il est interniste intensiviste à l'hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. Il est surtout médecin coordonnateur au don d'organes et de tissus. Merci Pierre d'être là. Je vais dire docteur Marcellet. Pierre, on se connaît bien. On marche ensemble chaque année avec Chaîne de vie d'ailleurs, qui est un bel organisme qui fait la promotion de la discussion, de l'éducation au don d'organes. Pierre Marcellet, aujourd'hui, je le disais, on n'est pas forcément les champions au Québec. Il y a des pays où les gens sont plus enclins à faire don de leurs organes à leur mort. Où est-ce qu'on en est au Québec? Ben, en fait, c'est pas tellement la volonté de donner qui fait défaut au Québec, parce que ça, il y a des sondages qui le démontrent. On est parmi les populations les plus favorables au monde pour donner les organes. Par contre, même si tout le monde veut donner, tout le monde n'arrive pas à donner parce que le système n'arrive pas à utiliser le plein potentiel pour toutes sortes de raisons. Si, par exemple, vous perdez votre fille qui a 20 ans, c'est un drame épouvantable, puis ça fait déjà quelques jours que vous êtes aux soins intensifs, puis vous pleurez la mort de votre fille, puis vous souhaitez donner les organes, puis on vous répond « d'accord », mais là, à cause d'une chaîne d'événements, d'investigations, de disponibilité de blocs opératoires et tout ça, on va prélever dans 3 jours, 4 jours. Et pour certaines familles, c'est trop long, trop difficile, trop dur, puis on va laisser tomber. Et quand on signe notre carte, on ne sait pas que ça impose toutes sortes de contraintes qui sont très difficiles à vivre au moment où ça survient. Donc, il faut faciliter le processus, il faut accélérer le processus, il faut rendre les choses possibles. Fait que c'est pas les donneurs qui manquent, c'est la structure pour y arriver, pour faire le potentiel. Et déjà que c'est pas simple, être donneur d'organes, il y a 99% des gens qui ne peuvent pas, même s'ils le voulaient, ils ne peuvent pas donner leurs organes. On dit 1% des gens qui meurent à l'hôpital, puis ça prend des conditions particulières. Oui, ça c'est vrai pour les cas de mort cérébrale. Ouais. La mort cérébrale est rare, puis les donneurs en mort cérébrale, c'est encore plus rare. Donc, cette condition-là, qui est à peu près actuellement la seule façon de pouvoir avoir un cœur viable, transplantable, est très rare. C'est un peu plus que 1% parce qu'à ceux-ci se sont ajoutés les dons après décès cardio-circulatoire. Fait que ça pourrait monter jusqu'à 2-3% des décès au total, mais on n'arrive pas à le faire. Mais 2 à 3% des décès, ça veut dire plus de 1000 donneurs potentiels au Québec. On en fait, notre meilleure année, c'est l'année dernière avec 206 donneurs. Fait que on fait pas... Et pourtant, il y a eu 77 550 personnes qui sont décédées l'année dernière au Québec. C'est ça. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui échappe entre les deux, là. Si on a un potentiel de 2 à 3% sur autant de décès, il aurait dû avoir beaucoup plus de donneurs qui ne se sont pas réalisés pour un problème d'identification. Problème d'identification, parfois, c'est une méconnaissance des professionnels
ou c'est des ressources tellement rares qu'on ne peut pas occuper un lit de soins intensifs pendant 5 jours, alors qu'il y a des gens qui vont mourir n'ayant pas le lit de soins intensifs en attendant. Donc, puis alors que la personne qui est aux soins intensifs, elle est déjà décédée, on attend juste de prélever les organes, on va priver d'autres personnes de ce lit de soins intensifs-là pendant 5 jours. Donc, voyez-vous, là, c'est la double contrainte, même pour les professionnels, de dire, ben, on va soigner les vivants avant de soigner les morts. Il y a encore ça, parce que ça, on le disait il y a plusieurs années, qu'il y avait cette espèce d'incompréhension, quasiment une chicane, là, à savoir qui va avoir le lit au bloc opératoire, qui va pouvoir opérer. Et ce que vous venez de dire, on va soigner les vivants plutôt que les morts, c'est un peu courte vue quand même. Parce que, étant donné qu'un mort peut sauver 8 personnes. Voilà, mais c'est des gens, c'est comme la famine en Afrique, on sait que ça existe, mais c'est loin, puis ça ne nous touche pas directement. Ben, quelqu'un qui va mourir dans un autre hôpital nous touche moins directement, et puis on est moins sensible à ça. Il y a déjà eu un gestionnaire d'un hôpital qui m'a déjà dit, j'ai dit, oui, mais le don d'organes, c'est une économie même pour la société. Il dit, oui, mais le budget de la société, c'est pas mon budget d'hôpital à moi. Alors, si ça aide pas mon budget de mon hôpital à moi, il dit, ça n'a pas d'importance pour moi. Alors, vous voyez il faut, c'est ça, c'est malheureusement cette insensibilité-là à la cause générale. Oui. Est-ce que les gens sont, vous le disiez, bon, les gens ici sont plutôt favorables au don d'organes, mais c'est le système qui suit pas. Il y a d'autres pays qui font mieux que le Québec. Et on le sait, il y a des études. On le sait aussi, on est capable de se comparer. Pourquoi, sachant comment ça... Aux États-Unis, par exemple, ça va beaucoup mieux. L'Espagne aussi, mais bien que là, il y a des enjeux en Espagne, mais il y a quand même des pays qui font mieux qu'au Québec. Qu'est-ce qu'on fait de mieux ailleurs qu'on pourrait nous faire ici? 1000 raisons. En fait, il y a toutes sortes de contraintes, même géographiques. Le Québec, le Canada, c'est des territoires très grands avec des petites populations. Donc, la densité de population fait en sorte qu'on peut pas avoir des hôpitaux spécialisés à tous les coins de rue, capables de faire des prélèvements d'organes, ce qui peut se faire facilement en Espagne ou aux États-Unis. Donc, tout ça. Donc, il y a on revient au système. Densité de population. Donc, puis on peut pas dire, ben, on va faire comme les Espagnols, mais oui, mais on n'a pas la densité de population des Espagnols, le nombre d'hôpitaux qu'ils ont par kilomètre carré en Espagne. Donc, il faut adapter à la condition qu'on a ici, avec la réalité qu'on a ici. Et cette façon d'adapter-là, il faut regarder chacun de nos facteurs limitants et comment on peut solutionner ce facteur limitant-là. Si c'est un problème d'identification à cause d'un problème de ressources, il faut lui attribuer des ressources pour que ça ne soit pas le frein à l'identification, à l'approche aux familles. Puis, si une famille est obligée d'attendre 4-5 jours, ben il faut accélérer ça. Vous savez qu'en France, ça prend moins de 24 heures. Si on offre des organes à des transplanteurs, ils ont moins de 24 heures s'ils acceptent, il faut qu'ils le prennent en moins de 24 heures. S'ils sont incapables de faire le prélèvement de transplantation en moins de 24 heures, il est offert au suivant. Ici, ben si le foie est destiné à tel hôpital, parce qu'il est premier sur la liste, s'il dit, OK, je vais le faire dans 4 jours, ben c'est dans 4 jours. Alors, l'autre donneur qui va attendre après qu'on ait fini celui-là pour le faire dans 5 jours et plus. Donc, c'est une chaîne qui s'additionne comme ça. On les fait un à la suite de l'autre. Et s'il y a un délai de 4 jours pour un, bien, ça fait un délai de 5 ou 6 jours pour le deuxième, puis pour le troisième. Donc, le deuxième et le troisième abandonnent et il n'existe plus. Il n'y a pas ces donneurs-là. Parce que c'est quand même troublant de voir qu'il y a à peu près une personne par semaine qui meurt sur la liste d'attente de Transplant Québec. Et c'est sous-estimé. Parce que les gens meurent sur la liste et ceux qui sont rendus trop malades pour être greffés sont retirés de la liste, donc ils meurent en dehors de la liste. Donc, il meurt plus de gens que ça parce qu'on les a enlevés de la liste ou ils sont rendus trop malades pour être mis sur la liste. Et les listes, je peux vous dire que sont anormalement basses au Québec parce que probablement que les médecins ils se disent, ben si j'ai, mettons, un néphrologue, par exemple, qui a 50 patients qui devraient faire greffer, mais il ne mettra pas ces 50 patients sur la liste parce qu'il va occuper la liste, puis il souhaiterait que, par exemple, celui qui a les meilleures chances, un jeune de 20 ans, il souhaiterait le faire greffer avant celui de 75 ans. Donc, à qui il va dire, écoute, c'est les soins palliatifs finalement pour toi? Ben parce qu'il va souhaiter faire greffer ces gens avec une meilleure longévité, avec le meilleur pronostic possible avant, puis pas diluer la liste avec d'autres personnes. Donc, c'est très complexe. C'est jouer au bon Dieu, ça? Ben oui. Malheureusement, c'est ça. Ben, je présume, moi, je ne suis pas néphrologue, mais la liste de personnes en attente de rein au Québec, c'est un tout petit pourcentage, alors qu'en France, c'est 35% des gens dialysés qui sont sur des listes de greffe. Au Québec, c'est pas ça du tout. Là. C'est moins de 10%.
Vous en avez greffé combien, vous? Ben moi, je greffe pas. Moi, je suis du côté des donneurs. Organiser, oui, c'est ça. tout ça. Oui, ben des donneurs, j'en ai fait beaucoup. Oui. Là, j'ai fait plus de 400 donneurs depuis que je fais ce don d'organes parce que j'ai été sensibilisé à ça depuis, imaginez, le premier donneur auquel j'avais été exposé, c'est Victor Davis, un nageur dans les années 90, là, qui était un champion mondial. Et j'étais en stage au CHUM. Alors qu'il y avait eu un accident et je m'occupais du receveur du cœur de Victor Davis et des poumons de Victor Davis dans le lit d'à côté et tous les journalistes voulaient savoir qui avait reçu les organes de Victor Davis. Alors, très jeune dans ma formation, j'étais externe en stage à l'hôpital Notre-Dame. J'étais très sensibilisé à cette cause-là. J'ai vu tout le bien que pouvait apporter le drame qu'avait vécu cette personne-là et les vies qui ont été sauvées et toute la gratification qu'il y avait autour de ça. Donc, ça m'avait touché très tôt. Puis, subséquemment, dans ma pratique, comme j'ai fait beaucoup de soins intensifs neurologiques, j'avais malheureusement annoncé très souvent des mauvaises nouvelles et j'ai compris très tôt que d'offrir l'option du don d'organes était pour les familles qui vivaient ce drame-là une source de soulagement formidable. Donc, si je le fais, c'est pas tant pour les receveurs que pour soulager la tristesse, le malheur des gens à qui je dois annoncer la perte d'un enfant, par exemple, ou la perte d'un proche. C'est terrible, ça. Ouais. Ça, c'est terrible. On pleure avec eux. Ouais. Est-ce qu'il y a une façon de le dire? Avec le plus d'empathie et d'écoute possible. Ce que je dis à mes résidents, c'est même si vous êtes très occupés, si vous n'avez pas le temps, faites semblant d'avoir tout le temps nécessaire et vous ne regardez pas votre bellboy, vous regardez pas votre téléphone, vous écoutez parce que souvent les médecins parlent, sont trop précis puis ils n'ont pas le temps de répondre aux questions, mais il est connu que l'expérience de la famille elle est meilleure si la personne, le médecin se tait et écoute ce que la famille a à dire et répond aux questions. Et si la famille a des questions, en fait, on explique, puis ensuite, on écoute. Puis si ça prend 15 minutes, 20 minutes, une demi-heure, c'est long, mais c'est un très, très bon investissement parce que jamais on pourra aussi bien investir son temps parce que cette demi-heure-là va permettre de sauver 7, 8 vies. Alors, trouver une situation où on pourrait en une demi-heure sauver 7, 8 vies, là, qui va faire la différence, là, il n'y a pas de situation où c'est un temps aussi bien investi. Pourquoi les gens ont encore des réticences, d'après vous? Les gens à donner? Oui. Moi, je dirais souvent... Et les familles aussi, parce que parfois, la conversation a eu lieu, la personne a signé sa carte d'assurance maladie, à l'endos, on peut signer, comme quoi on donne nos organes à notre mort, mais il arrive encore que des familles refusent quand on leur dit, même votre proche était d'accord, mais il y en a qui vont dire, oui, mais finalement, non. C'est souvent, en fait, si des familles qui sont, par exemple, contre, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a qui sont contre, souvent, c'est une compréhension. C'est une question d'éducation ou de méfiance. On ne connaît pas, on ne sait pas ce qu'est la mort cérébrale. C'est difficile à comprendre, même pour bien des professionnels. À partir du moment où les gens comprennent, puis c'est pas si difficile à comprendre, à partir du moment où les gens comprennent, ça devient beaucoup plus facile. Puis là, ils acceptent la fatalité de la mort cérébrale, que c'est pas un coma duquel on pourrait se réveiller, parce qu'on a entendu mille anecdotes duquel les gens pensent qu'il va se réveiller, mais ce n'est pas vrai, parce que la mort cérébrale, c'est quand on comprend comment ça marche, on sait que c'est irréversible, et des fois, ça fait changer les idées des gens. Mais il faut les écouter, il faut comprendre, il faut répondre aux questions. Ouais. Vous en avez eu, vous, des gens comme ça qui vous ont dit... qui vous ont dit non, que vous essayez de... En fait, moi, j'ai jamais essayé... Vos équipes, en fait. J'ai jamais essayé de convaincre une famille de donner. Parce que moi, le premier, qui est très sensible à ça, je sais pas comment je réagirais si je perdais un de mes enfants. D'ailleurs, je suis incapable de parler de ça. Bon. Mais j'ai déjà rencontré un homme qui avait perdu sa fille. Elle était à Polytechnique, elle avait 19 ans. Oh, mon Dieu, ouais. Puis il dit, je sais qu'il faudrait que je donne les organes, mais je suis incapable. Puis je peux pas porter un jugement là-dessus parce que je sais pas comment j'aurais réagi à sa place. Ouais. On a avec nous Marie-Claude Denis, qui est maman d'un enfant qui a été greffé. Elle est aussi bénévole pour Transplant Québec. C'est une policière qui fait du transport d'organes, d'ailleurs. On salue, d'ailleurs, en particulier cette année, entre autres à Chêne-de-Vie, le travail des transporteurs d'organes, de ces policiers bénévoles, comme vous, Marie-Claude Denis. Merci de nous parler ce matin. Je voulais avoir... Oui, bonjour. Je voulais avoir le témoignage
d'une famille qui a eu, qui bénéficie de cette chance formidable, cette autre chance à la vie. Comme le dit mon conjoint Thierry, c'est vraiment une deuxième chance à la vie. Vous, c'est votre enfant, votre petit garçon, qui est âgé de presque 12 ans aujourd'hui, qui a eu un cancer du foie très jeune, à 3 ans. Exact. Marie-Claude, oui. Et à l'époque, évidemment, bon, là, le docteur Marcellet vient de nous dire à quel point, je pense que c'est la pire chose là, qu'on peut se faire dire dans la vie, qu'on a un enfant malade. Comment on vous a présenté la chose, Marie-Claude, et qu'est-ce que ça a changé pour vous? En fait, nous, ça s'est passé assez vite. On avait des petites inquiétudes par rapport à son petit bedon qui partait pas. C'est à l'âge de 3 ans. Les enfants ont toujours un petit bedon, puis à un moment donné, ces petits copains ont commencé à élancer, puis on s'inquiétait, puis on s'est ramassé chez le pédiatre qui a vu immédiatement qu'il y avait quelque chose qui allait pas, puis qui nous envoyait à Sainte-Justine en urgence. On avait déjà le mot cancer qui avait été évoqué. C'est sûr que ces moments-là, c'est très flou dans notre tête parce qu'on est vraiment en mode panique, là. Donc, c'est ça, on se ramasse à Sainte-Justine suite à la batterie de tests. On s'est fait dire par les médecins que la masse était devenue tellement grosse qu'il n'y avait plus de traitement possible. Puis, c'est là qu'on nous a parlé du don d'organes, parce que c'était la seule chance de survie de mon garçon de recevoir un nouvel organe. Donc, il y a eu sa première greffe. Ben c'est ça, on était sur la liste d'attente, évidemment. C'est sûr que par rapport à son jeune âge, puis l'urgence de la situation, je vous entendais parler tantôt des gens qui meurent sur la liste d'attente. Nous, on n'a pas vraiment eu cet enjeu-là parce que c'est ça, son jeune âge, l'urgence de la situation. On a attendu, je crois, environ 2-3 semaines. On a eu l'appel pour la greffe. Donc, une première greffe. Oui, parce qu'il y en a une deuxième, hein, c'est ça, la première a pas fonctionné. C'était pas un rejet forcément. C'était des complications. Ouais. Excusez-moi? Ben, c'était pas forcément un rejet, mais c'était des complications. Non, c'est des complications. J'aurais de la difficulté à vous expliquer. Peut-être que le docteur Marcellet va être oui, puis je pense que vous connaissez d'ailleurs. Ouais. Ben, je pense que vous étiez dans le documentaire aussi. Oui. Oui, exactement. Il a reçu son deuxième foie 6 mois plus tard, puis qui est l'organe avec lequel il vit en ce moment. Ça fait 8 ans, ça va bien. C'est sûr que là, c'est ça, bientôt il va avoir 12 ans. On fait des prises de sang chaque 6 mois. On a quand même un suivi médical assez serré. Ouais. Je vous cacherai pas qu'on a eu depuis des petites frousses, mais quand même, je me réjouis à chaque anniversaire que je vois passer. C'est sûr. Donc, cette journée mondiale du don d'organes, pour vous, ça revêt une importance particulière et votre engagement aussi depuis, Marie-Claude, comme policière, comme bénévole qui fait du transport d'organes. En plus, votre histoire est particulière aussi parce que c'est votre collègue, Gabriel Bélanger, qui a transporté le foie de votre fils. En fait, c'est pas un collègue direct. Moi, je travaille pour un corps de police municipal, puis Gabriel, lui, travaille pour la Sûreté du Québec. Mm-hmm. Mais un collègue policier, en tout cas. Oui, un collègue policier, exact. Mais c'est sûr que là, on a laissé le temps passer un petit peu parce qu'on a passé énormément de temps à l'hôpital, puis ça a été rock'n'roll. Mais une fois que la poussière est retombée un petit peu, c'est important pour moi de retrouver cette personne-là, ce collègue-là, comme vous dites, qui avait transporté le foie de mon enfant, parce que je trouvais ça important de lui dire merci en premier lieu, puis de rendre ça palpable pour lui, en fait, son geste avait... Oui, parce que ça prend tout un réseau, puis ça prend des donneurs. Est-ce que vous avez eu l'occasion, ou peut-être votre fils a-t-il écrit à son donneur? Non, parce que mon fils, évidemment, était un peu trop jeune à ce moment-là. Ouais. Mm-hmm. Moi, j'ai retrouvé la famille. Ah oui? C'est sûr que ça a été quand même assez délicat parce que, comme dans la plupart des cas, ça a été une mort tragique. Puis c'était encore très sensible pour les parents, mais je les ai... comme le docteur Marcellet vous disait tantôt, on a fait un documentaire, puis je les ai contactés juste avant
que le documentaire soit mis en ondes. Puis je voulais qu'il voit, je voulais qu'il voit mon garçon vivant, bien vivant, qui dans le fond, que leur décision lui avait donné une deuxième vie. Ouais. Merci beaucoup, Marie-Claude. Merci beaucoup. On a justement, puis Marie-Claude, Denis vient de nous le dire, c'est souvent dans des situations, puis Dr Marcelet, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est souvent dans des situations, dans des moments tragiques pour les familles. Le prochain témoignage, vous allez voir, c'est assez touchant également. Stéphane Caron est le père de Christine Caron, qui avait 25 ans quand elle s'est enlevée la vie après un court séjour à l'hôpital. C'était il y a 2 ans. Et son foie a été donné à Clément Hobbs. Ils se sont rencontrés quelques mois après. C'est quand même relativement rare là, que les donneurs et les receveurs se rencontrent, enfin que les familles de donneurs rencontrent le greffé, mais ça arrive, et quand ça arrive, c'est extrêmement touchant. Stéphane est avec moi, bonjour. Oui, bonjour. Pourquoi c'était important pour vous, Stéphane, de rencontrer le receveur du foie de votre fille? Bien, c'est certain que quand on vit la situation, c'est pour ça qu'on dit toujours que c'est important d'en parler. Oui, il faut signer la carte, mais il faut en parler aussi à nos proches. Nous, c'est quelque chose qui avait été discuté en famille. Et quand on reçoit le renouvellement de la carte d'assurance maladie, puis là, on a le petit étiquette. En tout cas, ça avait été discuté en famille. Fait que, parce que quand tu te retrouves là, rendu là, à dire, bon, est-ce que je donne les organes de mon enfant? C'est pas le temps de commencer, t'es déjà dans une crise, c'est pas le temps de commencer à s'ostiner puis à remonter, oui, non. Si ça a été discuté avant, ben c'est clair. Puis pour nous, c'est justement, ça a été clair. Christine était à Sacré-Cœur. C'était juste avant Noël 2022, la semaine avant Noël. Puis ça avait déjà été discuté. Donc, on a même amené le sujet du don d'organes avant qu'on ait la confirmation de la mort cérébrale. On a parlé aux médecins, ben si ça confirme qu'elle est en mort cérébrale, est-ce qu'elle va pouvoir donner ses organes? Parce qu'on savait que c'est ce qu'elle aurait voulu. Donc, il n'y a pas eu de chicane parce que ça avait été discuté. Puis à peine 2 semaines après, on a un article qui nous est apparu par Facebook. J'ai reçu un foie en cadeau de Noël. Ça a passé sur Facebook. Donc là, je commence à lire l'article. La personne dit, on m'a appelé le 23 décembre. On m'a greffé le 24, parce que nous, Christiane a donné ses organes le 24 décembre. On m'a greffé au CHUM le 24 décembre. Alors, moi, j'ai rentré en contact avec le journaliste en premier. Le journaliste me dit, non, je pense pas que c'est vous, parce que on a dit au receveur que c'était un jeune homme qui avait eu un accident. En tout cas, bref. Après ça, j'ai rentré en contact sur Messenger. J'ai retrouvé Clément sur Messenger. Je lui ai envoyé un message. Bonjour, on ne se connaît pas, mais je crois être le père de votre donneuse de foie. On a commencé à échanger. Et par la suite, là, ça s'est confirmé que c'était vraiment lui qui avait reçu le foie de Christine. Wow. Et pour vous, qu'est-ce que ça a eu comme impact, le fait de le retrouver, de pouvoir lui serrer la main, de pouvoir le voir vivant? C'est sûr que quand tu perds ton enfant, il n'a pas de sens à ça, là. C'est pas de trouver un sens à la mort de ton enfant. Quel sens peut-on donner à ce que ton enfant meure? Ça fait pas de sens. Que ce soit un accident, que ce soit n'importe quoi, une maladie. On met un enfant au monde, c'est pas pour qu'il meure 5 ans, 10 ans, 20 ans plus tard, là, tu sais. On le projette dans l'avenir. On se projette dans l'avenir, on le voit se marier, on le voit avoir des enfants, etc. Donc, c'est sûr que de donner les organes, ça donne au moins un sens à la mort. Tu dis, sa mort, Christine a donné 4 organes, son cœur, son foie, les 2 reins, un 24 décembre. Y a-tu de plus beau cadeau de Noël que ça? Nous, on pensait au receveur, là. Ouais. Et oui, on vivait le pire moment de notre vie, mais en même temps, je me disais, le receveur là, du foie, du cœur qui se fait appeler à la veille de Noël, on a un cœur pour toi, on a un rein, tu peux avoir plus beau cadeau de Noël que ça. Donc, c'est sûr que ça redonne un sens
à sa mort, tu dis au moins, elle sera pas morte pour rien, puis sa mort aura servi à sauver 4 vies, là. Oui, exactement. Et c'est un magnifique témoignage que vous faites. Stéphane, votre fille s'est enlevée la vie et s'il y a des gens qui sont à l'écoute et qui ont besoin d'aide, je tiens vraiment à vous rappeler qu'il y a une ligne québécoise pour la prévention du suicide. Vous pouvez faire 1-866-APPEL. Il y a Jeunesse J'écoute, il y a Taled Montréal également. Je suis impliquée avec cet organisme, entre autres, puis je peux vous dire que c'est une écoute bienveillante. Si vous sentez que vous êtes un peu fragile en ce moment, n'hésitez pas. Parce que Stéphane, on pourrait en parler longuement, c'est un autre sujet, mais on pourrait parler de la situation de Christine. D'ailleurs, je pense qu'il faudrait le faire. Éventuellement, j'aimerais beaucoup vous avoir à l'émission parce que votre fille, c'est aussi un manque de soins qui rappelle un peu l'histoire de la jeune Amélie, là, qui s'est aussi enlevée la vie, qui avait la maladie de Lyme. Les gens vont se souvenir de cette histoire aussi. Votre fille aurait mérité d'avoir plus de soins. Oui, effectivement. Puis, concernant le don d'organes, c'est important. Je voulais mentionner quand même qu'il y a le défi Chaîne de vie. Oui. Donc, ce dimanche, le samedi, ça va être le défi à Montréal. Il y a des défis un peu partout dans toutes les régions du Québec, mais à des dates différentes. Donc, ce samedi à Montréal, à 9h30, on attend les gens là au chalet du lac au Castor. Ouais, c'est ça. Ou vous pouvez aller sur chaînedevie.org pour soit vous inscrire pour venir participer, marcher avec nous, ou soit pour faire un don à Chaîne de Vie qui fait l'éducation au don d'organes, parce que ça commence par là. Nous, on a été chanceux, on a été bien accompagnés au moment là, de prendre la décision, mais c'est extrêmement important d'éduquer la population et le corps médical aussi à bien accompagner les familles de donneurs dans le moment le plus critique de leur vie. Là, nous, on était super bien accompagnés à Sacré-Cœur, entre autres par les infirmières ressources en dons d'organes et tout ça. Donc, c'est super important. Là. Merci beaucoup, Stéphane Caron. Merci beaucoup. Et salutations également à votre conjointe, Isabelle Harvey, parce que je sais que vous êtes tous les deux très impliqués dans Chaîne de Vie. Merci infiniment. Docteur Marcellet, le mot de la fin? Signez votre carte. Dites-le à vos proches. Moi, ce qui me touche le plus, ce qui m'interpelle le plus, c'est ce que vivent ces familles-là. Et ces familles-là doivent être accompagnées, doivent être aidées, soutenues. On doit leur prendre la main. Et il faut tout faire pour... parce que ça part d'eux. Hein. Si on ne soutient pas bien la famille, le don d'organes n'existe pas. Donc, il faut soutenir les familles. C'est très important. Merci beaucoup, Dr Pierre Marcellet, qui est médecin coordonnateur au don d'organes et de tissus, également interniste intensiviste à l'hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. Et le fondateur de la mission du Dr Marcellet. Bien sûr! J'allais le dire, tu vois. Merci, docteur.